Voilà, bonjour tout le monde, merci d'être sur ce stand aujourd'hui. Dédalus, nous allons vous parler de la stratégie de l'IA agentique. Bien sûr, nous sommes en train de suivre, comme tout le monde, le mouvement ultra accéléré de cette évolution technologique qui est en train de révolutionner et bouleverser les usages dans tous les domaines. Dédalus, bien sûr, ne fait pas exception. Nous sommes dans la course, nous sommes déjà bien ancrés sur beaucoup de développement, autant en R&D qu'en travail partenarial. Et aujourd'hui, mon objectif avec ma collègue Anna Cecilia est de vous présenter en fait notre stratégie sur la France, mais qui s'appuie bien sûr sur tout le travail que font nos R&D en Europe autour de l'IA agentique. Donc aujourd'hui, on va aborder 4 sujets en une demi-heure. Donc on va être bien précis. Premier sujet, c'est autour bien sûr de nos DPI qui sont le cœur de notre business chez Dédalus. Et pour vous montrer, continuer l'histoire que j'ai commencé l'année dernière à cette place même en vous parlant déjà d'IA. À l'époque, c'était plutôt les agents conversationnels. Donc on va vous parler de l'histoire qui continue autour de ce que nous appelons Buddy, qui est notre mot-clé pour toute l'évolution des technologies autour de l'IA agentique dans le DPI. Premier sujet. Ensuite, je passerai la main à Anna Cecilia, que je laisserai se présenter juste après, qui, elle, va vous parler d'imagerie. C'est un sujet hautement technologique aussi sur l'IA agentique, et elle va vous présenter un peu ces sujets-là. Ensuite, nous allons parler de l'IA agentique dans le Command Center. Le Command Center, c'est une nouvelle solution que je présente aussi un peu plus loin sur notre stand, et qui a aussi, bien sûr, une dynamique d'IA agentique très, très forte et très, très innovante. Et le quatrième sujet que nous aborderons, ce sera autour des laboratoires, des SGL, où nous avons aussi une stratégie qui est en train de se déployer rapidement. Voilà. Je me présente rapidement, je suis Vincent Plana, je suis technologiste et senior business architect sur Dédalus, en charge des solutions d'innovation pour la société. Voilà. Alors, comme je vous l'ai dit, premier sujet, plongeons dans le DPI. L'année dernière, je vous ai parlé d'un assistant. L'année dernière, je vous ai parlé d'un assistant qui était un assistant conversationnel, le chat GPT que vous connaissez, etc. Et le cas d'usage dont je vous avais parlé, qui est quand même encore présent dans la stratégie, c'était conversation avec mon agent pour qu'il me récupère une information qui soit pertinente ou qu'il me résume des parcours, qu'il me résume une consultation, par exemple, avec mon patient. Alors, on va beaucoup plus loin, bien sûr, avec la dynamique d'agent, qui est là, en fait, un élément informatique qui va aller au-delà de la conversation, qui est capable de ressentir un environnement, qui est capable de raisonner, qui est capable d'orchestrer et qui est capable de potentiellement prendre des décisions. C'est les 4 grandes étapes de l'agent. Donc notre vision, c'est bien sûr d'avoir au cœur du DPI un partenaire, on va dire, intelligent, c'est-à-dire un composant logiciel qui va être capable de diminuer le temps de documentation, qui va être capable de prendre de meilleures décisions, la décision restant bien sûr dans le précaré du médecin, et d'avoir plus de temps pour les patients. On est toujours dans une amélioration de la qualité de vie au travail, et donc de décharger ce temps, ce travail intellectuel que l'on a à passer sur les systèmes vers les patients. La mission pour nous, c'est d'avoir un outil informatique, mais qui de plus en plus va se déployer au travers d'un agent multidimensionnel qui va en fait s'appuyer sur un interfaçage graphique, mais qui va de plus en plus diminuer l'interaction de l'humain avec la machine en termes d'interface graphique. On va travailler de plus en plus avec la voix, et grâce à la voix, on va travailler sur une base de données et on va suggérer aux cliniciens des décisions. Voilà. Alors, voilà. En fait, on a 4 cas d'usage cibles actuellement qui sont dans notre scope. Le premier, c'est celui qu'on avait déjà présenté l'année dernière, c'est la consultation médicale avec le système qui va nous faire un résumé. Bon, ça, on l'avait déjà montré l'année dernière. Là où on va beaucoup avancer, c'est maintenant, c'est l'interrogation de systèmes intelligents. Donc, on a des bases de connaissances, du Elsevier, du Vidal, etc. En Allemagne, on a d'autres partenaires qui vont venir se greffer, et on a
junior docteur ou même senior qui va interroger ces bases de connaissances sur la base d'un contexte clinique pour pouvoir remonter un ensemble de recommandations issues de ces bases de connaissances. Ça, c'est le deuxième grand cas d'usage. Le troisième, qui est ici, c'est la lettre de résumé de sortie suite à une hospitalisation qu'on avait commencé un petit peu à montrer l'année dernière et qui maintenant est complètement installée de plus en plus dans notre solution. Et donc qui va permettre d'aller chercher l'information dans le DPI suite à l'hospitalisation du patient et qui va produire une lettre de résumé que le médecin va revérifier et qui va ensuite être rajouté dans le dossier patient suite à la sortie de l'hôpital. Et le dernier qui est très très important, c'est pour les care units, donc les intensive care units, tous les services de soins intensifs qui vont permettre aussi d'aller détecter dans un parcours patient, dans des signes vitaux, certains éléments qui font du sens. Et c'est là qu'on a toute la puissance du raisonnement et de la suggestion d'action aux physiciens pour les alerter sur une évolution potentiellement critique sur le patient. Voilà. Alors, toute cette évolution se fait à travers un partenariat qu'on a avec Corti, qui est un partenariat corporate et qui nous permet d'avoir en fait d'abord un framework et donc une base technologique très très robuste qui va permettre de se greffer sur notre DPI et qui va nous apporter tous les composants logiciels du speech recognition, de la capture de ce qu'on appelle du RAG, donc de la concentration d'informations dans des bases vectorielles, etc. Bah alors, yes, non, je reviens en arrière, on va y arriver, c'est que je ne le prends pas dans le bon sens. Voilà. Donc, en fait, notre agent IA, que l'on voit à destination au cœur du DPI, il va bien sûr être embarqué nativement dans le DPI de notre solution Care4You. Il va s'intégrer donc avec ces bases de connaissances dont je viens de parler. Là, j'ai marqué Team, PubMed, Clinical Key, mais on a SVIR, Vidal, etc. qu'on commence à approcher pour travailler sur ces intégrations. Il va faire ce travail de résumé de lettres de sortie dont je viens de parler. C'est là qu'il va aussi donc se brancher sur la base de données structurées du DPI. On se dit souvent un DPI, c'est 60% de données non structurées, 40% de données structurées. Notre DPI ne fait pas exception bien sûr à ça. Donc là, on va utiliser toutes les technos de RAG, mais aussi d'hybride RAG maintenant, qui commencent à exploiter la structuration de la donnée elle-même pour pouvoir apporter à l'agent une information temporelle d'évolution du patient. Et bien sûr, un élément de communication, c'est-à-dire l'agent peut parler également et va pouvoir resuggérer au clinicien, à travers le canal verbal, des informations qui peuvent faire du sens. Voilà. Ici, ça c'est un cas d'usage classique qui montre un petit peu le cas d'usage et qu'est-ce que fait l'agent dessous. Donc, on prend l'exemple d'un patient qui arrive avec une douleur thoracique, suspicion bien sûr d'insuffisance cardiaque. Le médecin, bien sûr, va récupérer de l'information potentiellement à travers des medical devices, des devices médicaux, rythme cardiaque, etc. etc. Il va y avoir un travail de l'agent de raisonnement pour pouvoir aller chercher potentiellement une suspicion de maladie qui va être suggérée au clinicien pour pouvoir commencer à faire son diagnostic. Ce truc-là va bien sûr s'appuyer sur, à travers une orchestration, un travail sur les bases de connaissances. Tout à l'heure au début, je vous ai dit les agents IA, c'est de la capture d'informations dans un environnement, c'est une phase d'orchestration de tâches, c'est une phase de raisonnement et c'est une phase de prise d'initiative potentielle ou de suggestion de planification d'action. On a les 4 cas qui existent là, l'orchestration, le sensing, le reasoning. Ensuite, le speech assistant qui va pouvoir remplir une documentation associée à la visite du patient. Et ici, on va pouvoir faire potentiellement une suggestion de prescription électronique qui va pouvoir permettre au patient de repartir chez lui avec une assistance médicamentée. Voilà. Donc là, on voit très bien, à travers ce cas d'usage, l'interaction des agents qui vont jouer sur de la récupération d'informations, du raisonnement, de l'orchestration et de la prise de décision potentielle. On est loin d'une prise de décision automatique. C'est un vrai sujet. Alors, on peut citer les guides FFR, qui sont des guides qui étaient utilisés dans la cardiologie interventionnelle pour juger de la pertinence de la pause ou non d'instinct, qui ont été
supprimé du remboursement je prends la en fréquence 2023. Je peux dire supprimé puisqu'ils ont été radiés. Voilà. Et donc on passe donc de ce concept de LLM que vous connaissez vers les agents IA. Mais là, on est au cœur de la réalité de tous les jours avec ce que vous pouvez voir dans toutes les industries. Voilà, donc là, c'était pour vous faire un petit parcours très rapide autour de notre évolution autour des DPI. Je vais passer la main à Anna-Cécilia sur la partie imagerie. Oublie pas de te présenter parce que je ne l'ai pas fait. Ah oui. Bonjour. Merci. Bonjour à tous. Je ne sais pas s'il y a des gens qui font de l'imagerie là ou personne. Un tout petit peu, ok, bon, c'est pas grave. Moi, je suis Anna, je suis responsable de l'innovation pour la BU Imagerie de Dédalus. Et je voulais vous montrer ce qu'on fait en IA agentique, mais en imagerie, donc pour tout ce qui est logiciel pour la radiologie. Avant de commencer à expliquer quel est le rôle de l'IA agentique en radiologie, je vais expliquer pourquoi les flux de travail en radiologie aujourd'hui atteignent leurs limites. Déjà, les radiologues, ils ont plein d'outils. Ils doivent jongler entre un PACS, un RIS, des différents viewers, des différents applis d'IA, maintenant des outils de compte rendu. Donc, il y a plein d'outils fragmentés. Et en plus, il y a de plus en plus d'images. Ils sont face à une explosion d'images. Et en même temps, il y a de moins en moins de radiologues. Et aujourd'hui, le flux de travail d'un radiologue, il est statique. Ça veut dire qu'il va toujours faire la même chose, peu importe les patients. Si c'est un patient en onco, il va chercher les antériorités, il va ouvrir son PACS, il va ouvrir son RIS. Il n'a pas en arrière-plan une analyse contextuelle du patient qui est faite de manière automatique, je veux dire. Et tout ça, ça crée une charge cognitive forte et c'est là où l'IA agentique trouve sa place parce qu'elle peut automatiser des tâches à faible valeur clinique et faciliter la vie du radiologue. Donc, pendant des années, notre objectif, c'était d'intégrer l'IA de manière native dans les flux de travail existants. C'était ça notre pitch. Et on a introduit Deep Unity Adaptive Imaging. Là, aujourd'hui, le pitch a changé. Ce n'est pas le même objectif. L'objectif maintenant, c'est de rendre le flux de travail adaptatif lui-même. Donc, on passe à la nouvelle génération de Deep Unity Adaptive Imaging. Et pour mieux comprendre ce que je suis en train de raconter, c'est qu'aujourd'hui, en fait, les flux de travail, comme j'ai dit, ils sont statiques. Là, l'idée, c'est d'utiliser l'IA agentique qui va utiliser le contexte clinique et adapter le workflow pour chaque patient. C'est jamais le même. Elle va prendre en compte les symptômes, ce qu'il voit dans l'image, les antériorités, et elle va préparer en amont le workspace du radiologue, préparer les bons outils. C'est vraiment du sur-mesure. C'est la nouvelle époque. Donc, on part du work together, qui était la première génération, au think together, qui est la nouvelle génération. Et là, du coup, le PACS, le RIS, l'archivage se trouve au centre, englobé par une plateforme qui est capable de gérer des événements, des données, des informations et déclencher des agents qui vont préparer le travail du radiologue. Un agent de triage, par exemple, il va voir, OK, ce patient-là, il est arrivé avec tel symptôme, il a telles antériorités. OK, c'est un patient, par exemple, de suivi oncologique. Il va déclencher par la suite un autre agent qui va dire, OK, l'image est faite, qu'est-ce que je vois dans l'image? Qui va déclencher un autre agent qui va dire, OK, là, il faut que je pré-remplis un compte rendu avec telles informations-là. Donc, les paysages changent. Les PACS et les RIS et tous ces outils-là changent parce qu'ils peuvent être orchestrés différemment et automatisés différemment. Concrètement, si on parle, par exemple, d'un flux de travail en oncologie, on dit aujourd'hui que le patient arrive, il a une lettre de référent oncologue. Le radiologue va regarder la lettre, il va dire, OK, je dois faire un scanner. OK, c'est un patient que je suis depuis 18 mois, il va chercher la baseline. Là, l'idée, c'est de ce travail de préparation, de le faire de manière automatique avec l'IA agentique. Ça veut dire que le premier agent, il va comprendre tout seul que c'est un suivi oncologique. Le deuxième agent, il va aller piocher le scan qui est la baseline et le plus récent
pour commencer à préparer l'analyse résiste du radiologue. Après, les prochains agents, il va dire, OK, s'il ouvre son PACS, il faut qu'il ait côte à côte ces images avec les lésions au bon endroit. Donc, il va préparer le hanging protocol, comment dire, le poste de travail du radiologue. Il n'aura pas à scroller sur les scanners, à mesurer les lésions, ça sera après. Et après, il aura une analyse résiste faite. Par exemple, si ça dit que la maladie progresse, c'est l'indication PD par exemple, l'oncologue sera alerté, il faut changer la chimio, etc., etc. Donc c'est une succession d'événements qui rend le travail du radiologue plus efficient pour qu'il puisse valider le diagnostic, faire le travail clinique. À quoi ça ressemble? Ça ressemble à ça. Donc l'idée c'est que au-delà du PACS et du RIS, les radiologues ont face à un cockpit où ils peuvent voir, OK, chaque patient arrive, est-ce que c'est un patient qui a un AVC? OK, il va suivre un flux AVC, neuroflow. C'est ces agents-là qui se déclenchent. Est-ce que c'est un patient en onco? L'agent, il va préparer, par exemple, les résistes. C'est juste pour vous donner une idée, je vais vous faire une démo après pour que ce soit un peu plus concret. Donc, pour résumer, qu'est-ce que ça veut dire l'IA agentique en imagerie aujourd'hui? Il faut retenir 4 choses. Première, l'IA agentique orchestre le flux de travail. Ça veut dire, pour chaque cas, elle va adapter les priorités, elle va adapter les alertes, le trouvail, préparer l'espace de travail du radiologue. Deuxième chose qu'il faut retenir, le radiologue, c'est lui qui décide, c'est lui qui a le contrôle. L'IA prépare, lui, il décide, il fait son diagnostic. Troisième chose qu'il faut retenir, c'est qu'on passe des flux de travail statiques à des flux de travail dynamiques. Ça veut dire que chaque cas est unique. L'IA agentique va préparer, selon les cas, selon le contexte, selon les antériorités, le workspace du radiologue. Et quatrième chose, c'est que l'outil qu'on vous présente qui réagit sur des événements, ce cockpit intelligent, il va centraliser le travail du radiologue. Il peut passer par ça pour par la suite regarder concrètement son cas. Je vais vous... donc, cette approche-là peut servir à plusieurs cas d'usage. On peut dire par exemple qu'en cas de AVC, les agents peuvent regarder les images, voir s'il y a une hémorragie, une ischémie, sortir des scores et laisser le radiologue valider et accélérer. Parce que par exemple, en AVC, le temps c'est du cerveau, il faut aller vite. En onco, je vous ai parlé rapidement. Après, on peut imaginer un flux aussi sur les urgences pour la fracture, par exemple. On peut imaginer des flux dédiés à la mammographie, où ça amène, par exemple, les antériorités, les scores BIRADS des années d'avant. Pareil pour le cœur. Analyser, par exemple, le score calcique, préparer les images en amont, etc. Je vais essayer de vous montrer à quoi ça ressemble. Sans souris, c'est pas facile. Comment je fais? Ah. Hein? On peut le glisser? Attends, je peux voir? Je vais y arriver, excusez-moi. Oh, c'est bon, c'est bon. Ok. C'est pas idéal parce que l'écran est tout petit, mais l'idée c'est là de voir le flux patient. Un patient arrive par exemple, John Doe ici. L'agent dit, c'est trop petit l'écran, mais l'agent dit ok John Doe, je vois une hémorragie. Tu vois quels agents ont marché. Et après, le médecin, l'idée c'est qu'il peut tout de suite ouvrir le viewer avec le scan sur la bonne slide où il peut voir qu'il y a une hémorragie.
Il peut aussi, par exemple, voir ici un résumé de tout le trouvail IA. Et après, par exemple, si on a un patient en oncologie, c'est un peu différent. En oncologie, ces patients-là, par exemple, il a un suivi sur plusieurs années. Et ici, il peut voir un résumé du RECIST et il peut aussi ouvrir les résumés du patient avec tous les timelines. Savoir, par exemple, que ces patients, depuis 2014, il est suivi. Il a eu cette chimio Folfox. Après, voilà, il y a des nouvelles métastases qui sont arrivées. Il sait, en fait, il peut voir tout de suite le passé. Il peut ouvrir son viewer sur la bonne vue du scanner. Et puis, il peut aussi ouvrir un compte rendu pré-rempli. Je ne vais pas cliquer parce que ça ne marche pas. Je ne sais pas pourquoi. Et puis, par exemple, si c'est un patient au mammo, le paysage change parce que, par exemple, cette patiente-là, elle est suivie tous les ans elle fait tous les ans sa mammo parce que peut-être qu'elle a le gène BRCA qui est présent, elle est suivie de près. On voit que dans son résumé du passé, tout va bien, ses scores sont corrects, il n'y a pas de findings critiques. Et puis pareil, il peut ouvrir son viewer, voir son image directement avec son workspace préparé comme il faut, etc. Si vous êtes intéressé, je peux vous montrer après les autres flux, mais j'ai plus le temps. Je pense que j'ai utilisé tout mon temps. N'hésitez pas si vous avez de questions. Et je vais repasser la main à Vincent, mon collègue, qui va... Merci beaucoup Anna-Cécilia pour cette présentation très courte et dans les temps. On retrouve les grands concepts que je présentais juste avant, l'orchestration, les multi-agents qui se coordonnent entre eux pour assister à un travail, un workflow qui devient de plus en plus dynamique. Donc on est exactement dans les mêmes principes bien sûr que ce que nous on présente. Je vais prendre 5-10 minutes pour vous parler maintenant d'Agentic IA sur le Command Center. Alors le Command Center, c'est un produit qui est assez nouveau chez Dedalus, que l'on présente un petit peu plus loin là-bas sur le stand, qui est en fait un centre de pilotage hospitalier et qui permet en fait aux équipes hospitalières d'avoir une vue holistique de tout ce qui se passe dans l'hôpital, autant les urgences que les salles d'op, que le parcours hospitalier, et qui va permettre en fait de prendre une décision pour fluidifier ce parcours patient, fluidifier et éviter les risques d'engorgement. Voilà. Bien sûr, la dynamique agentique IA travaille là-dessus. Donc, il y a au travers du Command Center beaucoup d'IA qui est déjà mis en place. Donc, je vais aller un tout petit peu plus vite. Voilà. Ce slide-là montre un petit peu un cas d'usage classique qui est autour de la gestion des flux autour des urgences, avec souvent une problématique de capacité qui peut être liée à des problématiques de lit, des problématiques de ressources, etc. Alors, qu'est-ce que l'on voit ? On a de la détection de signaux qui peut être pris en charge par un agent et qui va permettre de commencer à détecter le nombre de lits disponibles et commencer à identifier qu'une problématique autour des urgences, par exemple, va pouvoir apparaître. Ensuite, il va y avoir une coordination qui va se faire. On repart sur cette question d'orchestration et qui va potentiellement identifier dans la gestion des lits quels seraient les lits que l'on pourrait plus rapidement décharger ou repositionner sur certains patients. Ensuite, en troisième, il va ensuite utiliser un écosystème d'agents qui vont travailler entre eux, qui vont ensuite travailler sur le parcours patient de plusieurs des patients qui sont impactés par ces changements de lit pour raffiner en fait cette proposition de gestion de lit et faciliter la prise de décision des urgences. Et bien sûr, on a toujours cette human in the loop, donc on a cette problématique de biais dont Anna-Cécilia n'a pas trop parlé. Vous pourrez l'interroger plus tard là-dessus. Ce qui est sûr, c'est que nous, au niveau des DPI, il y a un énorme risque de biais. Pourquoi ? Parce que le DPI contient beaucoup de données non structurées et les RAG sont très très sensibles
à la donnée non structurée et il y a des gros risques de biais sur les données non structurées. Donc il faut tout le temps dans les systèmes d'agentique, en tout cas sur les DPI et sur les command centers, d'avoir cette boucle de rétroaction humaine qui va tester et vérifier que ce que l'agent fait et ce qu'il est en train de proposer correspond à la réalité et qu'il n'y a pas de risque de biais et d'hallucination. Voilà. Ah non, voilà. Alors, tout à l'heure, je vous ai parlé d'automatisation. Il y a un concept qui est apparu en fait dans l'automobile en fait avec les voitures autonomes, qui est un niveau d'automatisation à 3 niveaux, avec bien sûr quelque chose qui est autour de la non-automatisation des décisions, une automatisation hybride et une automatisation quasiment autonome. Voilà. Ces 3 niveaux d'automatisation, nous, ils sont très importants dans le command center. On commence à les avoir en tête parce qu'on sait très bien qu'on est beaucoup dans la prise de décision rapide et qu'à un moment donné, on va petit à petit avoir l'agent qui va être de plus en plus en assistance de l'humain pour prendre la décision. Donc, le premier niveau, qui est le niveau actuel, qui est un niveau que où l'agent se limite à une observation et une recommandation d'action à prendre. Deuxième niveau, il va devenir un partenaire collaboratif, c'est-à-dire que la décision sera suggérée, elle sera prise toujours par l'humain, mais l'agent aura une boucle de rétroaction sur la prise de décision, ce qui permettra à l'agent de s'adapter au comportement humain. Et donc on gardera un contrôle humain sur la prise de décision, mais l'agent sera dans une boucle de rétroaction, ce qui lui permettra d'être au plus près de la compréhension et de l'analyse humaine. Avec un système ici qui est beaucoup plus basé sur une automatisation, on n'en est pas là. Je pense que c'est une vision et elle doit être énormément challengée. Et je pense que là, j'ai tendance à ne pas être trop optimiste dans cette dernière partie parce que on a une capacité de montrer des choses avec les systèmes informatiques actuels en IA agentique qui montrent cette dernière étape quasiment accessible. En fait, entre là et là, il y a un énorme travail à faire de contrôle de ce que la machine va faire, de vérification de ses biais. Et je pense qu'il y a une maturation qui doit être faite industrielle autour de ces agents avant d'en arriver là. Donc, je pense qu'il y a un biais de perception actuellement où on pense qu'on en est là déjà parce qu'on voit des choses qui sont quasiment automatiques. Mais en fait, avant que la machine remplace l'humain, il y a énormément de travail à faire de façon à ce que cette décision qui soit prise automatiquement soit faite à 100% en sécurité. Et on a de la réglementation en Europe, etc., qui nous permettent d'aller dans cette direction-là. Voilà. Non, mais c'est toujours pas le même problème. Je le prends pas dans le bon sens. Voilà. Pourquoi il marche plus ? Pas gentil. Marche plus. Marche plus. Ah, ça y est, non ? Ah, ça y est. Alors, pour terminer, le slide précédent redonnait des concepts classiques de l'IA agentique, mais je les ai déjà exposés avec l'observation, la prise de raisonnement et la planification et la décision d'action. Donc, sur ces points-là, j'ai déjà expliqué les choses. Je laisse juste prendre un ou deux screenshots si vous voulez, mais pas besoin de revenir là-dessus, je vais me répéter. Enfin, sur le Command Center, on a 2 objectifs, nous, dans les IA agents. Un agent de décharge et un agent de planification de gestion des lits. La gestion des lits est critique dans l'hôpital. C'est le nerf de la guerre quasiment qui permet de définir où un patient peut aller, s'il peut se déplacer, etc. Donc la gestion des lits qui actuellement est proposée, nous, par nos solutions, on a WebPCP par exemple qui permet de faire ça, n'a pas encore d'assistants IA qui sont capables de suggérer des modifications et des réagencements dans la gestion des lits. Avec le Command Center, on travaille sur cette planification de lits avec un agent IA qui a 3 niveaux d'automatisation prévus, avec un niveau, comme je le disais, de prise de décision nulle, c'est-à-dire qu'il suggère un comportement à l'humain et c'est l'humain qui décide. Prise d'automatisation avec une attribution provisoire d'un lit, sous réserve que le clinicien valide cette attribution du lit. Et donc là, on est dans cette boucle de rétroaction dont j'ai parlé tout à l'heure et les mécanismes d'automatisation possibles automatiques qui sont là. Le deuxième agent sur lequel on travaille, c'est les agents de décharge, parce qu'encore une fois, avec le Command Center, sortir un patient de l'hôpital le plus vite et en sécurité
est extrêmement important pour laisser de la place au suivant qui arrive. Et donc on a le même travail qui est en train d'être fait sur des agents de décharge. Ces 2 agents-là sont testés en fait sur nos sites de référence qui est en Espagne, qui est le Gregorio Marañón du Command Center, un hôpital de 1600 lits avec 50 salles d'op et sur lequel le Command Center est installé depuis 2 ans maintenant. Et ils sont déjà en train de tester ces agents de façon répétitive pour voir un peu la limite des technologies. Voilà. Je termine rapidement en une petite minute. Notre stratégie in vitro LIS, donc laboratoire SGL, a aussi une dynamique d'agents, de développement d'agents IA, qui est en fait plus en phase de maturation actuellement que réellement en phase de prototypage. La vision actuelle que la R&D a mis en place et sur laquelle elle travaille est autour de ces 3 axes. Donc sur une phase première de préanalyse des informations dans le workflow du laboratoire, qui permet donc à l'agent d'aller piocher dans tout le corpus d'informations qui est disponible et qui est produit par le laboratoire lors de l'analyse sanguine ou biopsie, etc. Donc un premier agent d'analyse qui peut potentiellement se baser sur des bases de connaissances, comme on l'a vu tout à l'heure avec le DPI, type Elsevier, Vidal, etc. Agent de validation biologique assisté par IA, là on est dans la phase analyse du SGL, où bien sûr un agent IA est envisagé pour pouvoir faire une analyse du résultat. Et la dernière partie qui est celle que l'on a, on va dire, la plus mature à travers un partenaire qui s'appelle Vulgaro, qui est en fait la vulgarisation du compte-rendu de laboratoire pour le patient. Et en fait, ça a plusieurs avantages. Éviter le stress du patient lorsqu'il reçoit son compte-rendu, diminuer la charge des laboratoires en termes de support, parce qu'ils ont souvent des appels au labo en disant de patients qui disent j'ai tel compte-rendu, j'y comprends rien, qu'est-ce que ça veut dire, etc. On a un partenariat ici, nous, avec cette société qui s'appelle Vulgaro et qui nous permet en fait, sur la base de l'analyse du laboratoire, d'avoir un agent qui va réanalyser le compte-rendu et produire au patient quelque chose qui est correct par rapport au compte-rendu, sans aller dans des détails qui seraient incompréhensibles par le patient. Et ce qui permet en fait au patient d'aller voir le médecin avec déjà un apaisement déjà par rapport aux résultats et pour pouvoir faciliter ensuite le diagnostic. Voilà. Donc ça, c'est les 3 agents qui sont plus en phase de maturation par notre R&D in vitro, SGL on va dire, et qui sont en cours de développement. Voilà, donc je vous remercie pour votre attention. 10h35, on y est arrivé. Voilà, merci beaucoup. J'espère avoir adressé des questions qui étaient présentes chez vous. Et puis on reste disponible bien sûr pour toute question si vous en avez besoin. Voilà, merci beaucoup.